Dans le cadre du programme de mobilité de la ville Abidjan, ce qu'on appelle le Grand Abidjan, il y a deux projets très intéressants qui ont attiré mon attention. Ces deux projets, c'est des projets vraiment de croissance structurelle et c'est des projets qui ont vraiment pour vocation d'améliorer la vie des citoyens, des personnes qui vivent à Abidjan. Et on va parler de ces deux projets aujourd'hui. On va voir comment ils sont structurés, comment ils sont financés. Et on va aussi aborder la partie transfert de compétences. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre que ces projets-là, c'est des projets qui sont menés avec des partenaires et on va se poser des questions. Comment est-ce que, au niveau de la diaspora, au niveau des personnes qui vivent sur place, on peut tous participer à la construction et à la concrétisation de ce type de projet dont l'impact sur les populations en termes de positif n'est plus à démontrer. C'est parti. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Tu es sur la chaîne Diaspora Impact Business. Ici, on parle business, entrepreneuriat, investissement, mindset, motivation. Et je donne tous les éléments, tous les conseils, des astuces, des stratégies pour que toi qui m'écoutes, tu puisses aussi devenir investisseur, entrepreneur et surtout apporter ta pierre à l'édifice pour bâtir une communauté d'impact et faire du business pour surtout impacter les populations locales. Donc, si cette thématique t'intéresse et que tu veux rejoindre, je t'invite donc à t'abonner aux médias. En cliquant sur la chaîne, en cliquant sur le bouton qui va s'afficher quelque part là, et activer la cloche de notification de aucune vidéo qu'on va publier ici. Donc aujourd'hui, on va donc parler de quelque chose de très intéressant, très important. Mais avant ça, j'allais oublier, il y a un cadeau que je t'offre en fait, c'est un cadeau que j'ai écrit ce week-end quand je travaillais sur des projets d'investissement. Je me suis dit qu'il y a des personnes qui ont forcément besoin d'avoir des stratégies ou des secrets pour bien investir. Et j'ai donc écrit un nouvel e-book, en fait qui est basé sur les 7 conseils d'investissement de Warren Buffett. Je pense qu'il n'est plus à présenter. C'est le plus grand investisseur aujourd'hui en bourse, c'est Warren Buffett. Donc j'ai pris 7 de ses meilleurs conseils qui donnent ces 7 secrets d'investissement que j'ai contextualisés et que je t'offre aujourd'hui. Donc tu peux télécharger ça en allant en dessous. Tu télécharges, tu écoutes les secrets qu'il donne, que j'ai analysés à ma façon et que tu peux appliquer à ton niveau pour devenir un grand investisseur. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, on passe donc à ces projets-là. Le premier projet qu'on va parler, en fait, c'est le projet du métro d'Abidjan. Le métro ligne 1 d'Abidjan, qui est un projet, en fait, où j'ai les chiffres là. Vous savez que j'aime ne pas donner une information biaisée. Dans ce projet, en fait, le métro d'Abidjan, c'est un projet qui a un réseau de 37,4 km qui va être construit. Il y a 18 stations et on envisage en fait qu'il pourra transporter 540 000 passagers par jour en 2024. Ce projet aujourd'hui, il va créer 2000 emplois directs et 3000 emplois indirects à sa phase de construction. À sa phase d'exploitation, ce sera 500 emplois directs et 500 emplois indirects. Ce sont les chiffres officiels donnés par le gouvernement ivoirien par rapport à ce projet. Maintenant, ceux qui portent le projet, c'est là où ça devient intéressant. Le projet, en fait, il a un coût qui a été réévalué l'année dernière. Et je pense qu'aujourd'hui, le projet, on est à 1,3 milliard d'euros en termes de projet. Et ce projet est supporté, en fait, par le Trésor public français et les banques françaises BNP et Société Générale. C'est ce consortium-là qui a donc apporté le financement majeur à ce projet. Donc, c'est les Français qui financent ce projet, comme beaucoup d'autres projets sur le continent. Et derrière, ceux qui vont exploiter et construire ce projet, on a un consortium qui se sont mis autour de la STAR, STAR, et c'est constitué de Bouygues Travaux Publics, Colas Rail, Alstom qui va construire les rames et Keolis qui va exploiter ça lorsque tout ça sera en service. Donc, on voit en fait qu'un projet comme celui-là, c'est un projet aujourd'hui qui n'est plus à démontrer en termes d'impact positif. Dans le cadre du Grand Abidjan, c'est un projet qui va apporter beaucoup de valeur. C'est un projet vraiment qui va permettre à ce que les populations se sentent mieux, se déplacent mieux et ça va aussi booster l'économie. Parce que qu'on voit les pertes par jour qu'il y a à cause des bouchons, à cause des embouteillages, c'est énormissime. Dans le métro ligne 1, ça va permettre de décongestionner Abidjan et de pouvoir faire un boost de croissance au niveau de l'économie locale. Maintenant, on va se poser la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce sont les Français qui vont financer ce projet-là et peut-être pas les Russes ou les Chinois, peu importe. Moi, j'ai toujours dit ici en fait que moi, je suis pour des partenariats vraiment gagnants. Je l'ai dit en fait que on n'a pas besoin d'opposer les uns aux autres. On n'a pas besoin de dire que parce que c'est la France, c'est mauvais, parce que c'est la Russie, c'est mauvais. On n'a pas besoin de dire ça. Aujourd'hui, le but, c'est de voir l'impact qu'aura ce projet. Parce que c'est un projet qui va être fait dans un cadre de ce qu'on appelle le PPP, partenariat public-privé, qui sera entre l'État de la Côte d'Ivoire
et ceux qui vont exploiter ce consortium-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une concession qui est donnée pour qu'ils exploitent pendant un moment et qu'après, logiquement, ça peut être remis sur le marché pour avoir un autre concessionnaire ou ça peut être retrocédé à l'État lorsque l'investissement qui a été consenti a été complètement amorti. Est-ce que vous pensez concrètement qu'aujourd'hui, qu'un État a vocation à décaisser de l'argent, autant de 1,73 milliard, un truc comme ça, d'euros pour faire un projet, ou il va plutôt faire appel à quelqu'un qui va le faire, qui va l'exploiter et après qui va se rembourser ce que ça va produire? Moi, je pense que c'est le meilleur parti, en fait. La meilleure façon de faire, c'est de faire comme ça. C'est de faire appel à un partenaire qui a de l'argent, qui vient financer, qui exploite pendant un moment et après qui retrocède à l'État. On a vu plusieurs projets aujourd'hui qui sont faits sur le continent, qui sont arrivés à terme d'exploitation, où les gens ont investi et après l'État récupère. Croyez-moi, 15-20 ans dans la vie d'un État, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça veut dire que si on concède un truc comme ça et que ce soit la France, la Russie, la Chine, peu importe, moi, je n'ai pas de préférence, exploite ce projet-là et après retrocède à l'État, c'est plutôt une bonne chose. Cependant, on veut se poser la question, en fait, le mécanisme de compensation. Parce que généralement, ce type de projet, lorsqu'il est construit, il doit avoir une garantie, je pense, de revenus perçus par an. Et si ce n'est pas perçu par an, c'est à l'État, il va de compenser pour que l'investissement que les banques et le Trésor français ont accordé puisse être amorti sur la durée d'exploitation qu'ils ont consenti au consortium qui va exploiter. Mais aujourd'hui, la diaspora a vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on doit s'intéresser à des projets comme ça, parce que je pense qu'au niveau de l'exploitation, au niveau même de la construction, je pense qu'il y a des postes qui peuvent être ouverts pour ceux de la diaspora qui veulent aller s'installer et apporter aussi ce qu'ils ont appris à l'étranger. Et derrière, la partie transport, mobilité, tout ça, ça commence à être dynamique aujourd'hui. Donc, il y a aussi un créneau en termes de formation. Si vous êtes la diaspora et que vous avez peut-être des compétences pour la formation dans les domaines de transport, d'exploitation, vous pouvez lancer votre business pour former des personnes peut-être qui vont travailler ou peut-être pour apporter des conseils, du consulting aux entreprises qui vont travailler sur ces projets-là. Donc, il y a un créneau à prendre, ceux de la diaspora qui ont des compétences liées à la mobilité, liées au transport, ils peuvent se positionner là-bas. Il faut voir le positif dans tout. Après, il y aura toujours ceux qui vont se plaindre que oui, c'est toujours la France qui finance, oui, l'État ivoirien fait ceci, l'État ivoirien qui a fait... Oui, il y a toujours des mécontents, mais il faut voir l'impact que ça va apporter, comment ça va améliorer la vie des gens. C'est ça, je pense, pour moi, qui est le plus important. Numéro 2, projet qu'on va parler aujourd'hui, c'est le BRT. On a parlé du BRT qui se fait à Dakar et aussi un BRT qui est en train d'être construit du côté d'Abidjan. Et le BRT, j'ai aussi les chiffres ici. Dans le BRT, en fait, c'est un financement qui est différent. Dans le BRT, c'est un financement qui est fait par l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque mondiale. Donc, c'est un financement qui est avec toujours la France, l'Agence française de développement, et la Banque mondiale qui va financer une partie. Donc, le BRT, lui, là, pour vocation d'entrer en service, je crois, en 2026, si mon souvenir est bon. Et il est financé à une bonne partie par la Banque mondiale et une partie par l'AFD. Pourquoi aujourd'hui le BRT est important? Le BRT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Bus Rapid Transit. Donc, c'est un système de bus qui, en fait, sa voie réservée, qui est 100% électrique et qui permet, en fait, de desservir pas mal de stations. Et le BRT en Côte d'Ivoire, il est estimé qu'il pourra transporter plus de 300 000 passagers, je crois, lorsqu'il sera en service. Donc, entre le BRT et le métro, je pense que Abidjan, demain, sera vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que ça va permettre de mobiliser les gens. Et vous savez, en fait, lorsqu'on parle de développement, on va toujours commencer par créer les transports pour que les gens se déplacent. Quand les gens ne peuvent pas se déplacer, forcément, l'activité est restreinte, en fait. Imaginez juste quand vous allez au bureau, si vous passez 2 heures dans la voiture pour aller au bureau, c'est 2 heures d'embouteillage, c'est 2 heures de non-productivité. C'est 2 heures où vous êtes coincé dans la voiture, vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas travailler. Mais si demain, vous pouvez vous déplacer d'un côté de la ville à une autre en moins de 15-20 minutes grâce à un BRT ou un métro, votre gain de productivité sera plus que élevé et vous allez forcément plus produire, qui dit plus de production, dit plus de croissance à l'économie. Donc, je pense que tout ça, c'est calculé et je pense que l'État ivoirien, qu'on le veuille ou pas, ils font du très bon travail. Ils font du très bon travail. Et Abidjan avance super méga bien dans ses projets. Et je pense que demain, ce sera une capitale, elle est déjà le cas aujourd'hui, mais ce sera une capitale qui sera incontournable au niveau de l'Afrique francophone. Parce que tous ces projets qui sont déployés à gauche, à droite, ça va faire d'Abidjan vraiment une capitale exceptionnelle. Où on pourra se déplacer de façon rapide, efficace, écologique, propre. Et l'impact, en fait, sur l'économie ne sera plus à démontrer. Tous les chiffres qui ont été présentés, c'est des chiffres qui montrent, en fait, que ça, c'est vraiment des projets qui vont changer la ville d'Abidjan. Donc maintenant, on va toujours dire, des gens disent toujours que oui, comment ça va se passer au niveau des Français qui financent toujours tout, machin. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut?
Un projet, par exemple, comme celui-ci du BRT, est-ce que vous pensez que nos États, soyons clairs, hein, je pense que nos États aujourd'hui ont les capacités de pouvoir collecter assez d'argent en propre pour pouvoir financer ce genre de projet? Moi, je pense que non. Parce que déjà, de un, on a beaucoup d'informels dans nos pays. Il faut dire les choses, on a beaucoup d'informels, les gens ne payent pas bien les impôts. Parce que en fait, l'un des premiers endroits de collecte des fonds de l'État, c'est les impôts. Ici en France, par exemple, vous ne pouvez pas échapper à l'impôt. C'est tellement bien structuré, on prélève même à la source, où l'impôt est prélevé rapidement, que ce soit sur les entreprises, que ce soit sur les particuliers. Les impôts sont là, on collecte. Mais en Afrique, combien de personnes ne payent pas d'impôts? Combien de personnes sont au quartier, ils font leur activité, ils payent leurs impôts? Ils sont nombreux. Donc il y a beaucoup d'impôts qui échappent à l'État à cause de l'informel, ça c'est de un. De deux, aujourd'hui, on a encore beaucoup d'autres secteurs sur lesquels l'État doit s'impliquer. Ça, c'est toujours mon avis. Hein. Il y a le projet d'éducation où je pense que oui, l'État doit s'impliquer dans l'éducation. Au niveau de former les jeunes parce que l'éducation, c'est l'avenir de tout État. Il y a la santé. Il y a tous ces projets-là, éducation, santé, qui sont vraiment très importants. Énergie, eau. Il y a tous ces projets qui vont aller ensemble. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'État va comprendre les moyens pour pouvoir aller investir en propre d'un projet comme le BRT ou le métro? Moi, je pense que non. Je pense que faire appel à un PPP, comme ils ont fait au Sénégal, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, pour ces projets-là, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, la diaspora a son rôle à jouer, comme j'ai dit. Qu'on parle de BRT, qu'on parle de métro, qu'on parle de mobilité, qu'on parle même de transfert de compétences. Parce que justement, sur la partie BRT, j'ai vu qu'il y avait une mise en place des formations techniques que le consortium qui allait exploiter et construire allait faire sur place. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté transfert de compétences qui est déjà mis en place et je pense que c'est ça qui est plus important. Nos États doivent veiller à ce qu'il y ait un transfert de technologie, un transfert de compétences pour que dans les années qui viennent, on ne soit plus là pour toujours attendre d'eux. Même si les financements sont étrangers demain, il faudrait que les compétences soient locales et que on soit capable de construire un métro, de construire un BRT d'ici 15-20 ans. Je pense que c'est très important. Et nous, la diaspora, on a un rôle à jouer. Parce qu'effectivement, le fait que des personnes qui soient ici aient travaillé sur des projets comme ceux-là, s'intéressent à ce qui se passe là-bas et vont participer à ce déploiement, je pense qu'il y aura un impact élevé. Donc, comme j'ai toujours dit, que ce soit en local ou que ce soit en diaspora, c'est une symbiose qu'on doit trouver et ensemble, on sera beaucoup, beaucoup plus fort. Ce n'est pas la peine de s'opposer pour dire que diaspora est ceci, les locaux sont cela. Non. On a besoin chacun de l'autre et s'il y a un transfert de compétences qui est fait avec les compétences qu'on a déjà ici. Je vous laisse aller voir des entreprises ici en Occident. Comment la diaspora est implantée. Ils sont partout. Diaspora ivoirienne, camerounaise, sénégalaise, béninoise, ils sont dans tous des grands groupes, ils ont fait de grands projets. Donc, ils peuvent apporter à ces projets-là, ils peuvent apporter aux projets d'infrastructure. Et ceux qui sont locaux bénéficient de transfert de compétences, peuvent aussi apporter. Donc, on a toute une Afrique à construire, on a tout un continent à bâtir, et ce n'est pas nécessaire de se diviser sur des broutilles, en fait. Je pense qu'il faut que chacun soit conscient que l'impact va être global, l'action va être certes locale, mais l'impact sera global. Et l'impact global va forcément ramener un impact local aussi, en améliorant la vie des populations. C'est ça qui doit être l'objectif qu'on doit faire au quotidien, qu'on fasse du business, qu'on fasse de l'entrepreneuriat ou qu'on fasse des projets. L'objectif qu'on va toujours rechercher, c'est comment est-ce qu'on va impacter les gens de façon positive, comment est-ce qu'on va changer la vie des gens en bien. Quand on est guidé par ça, on laisse des petits rancunes, des petits broutilles de côté. Et tous les dirigeants africains qui sont guidés par ça, on voit leur réalisation. Donc, dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ces deux projets-là. Est-ce que ça vous gêne que c'est des projets qui soient financés complètement par la plupart par la France? Je sais que ça peut gêner certains. Mettez en commentaire et dites-moi pourquoi ça vous gêne. Et de deux, est-ce que vous pensez que faire recours au partenariat public-privé, c'est les meilleures des solutions pour des projets comme ceux-là? Je vais donner mon avis. Mettez-moi le vôtre aussi en dessous. Et s'il y a d'autres projets pour lesquels vous voulez que je parle, je donne mon avis, mettez-moi ça en commentaire aussi. Et je vais enquêter, je vais parler de ça aussi sur le média. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si tel est le cas, mettez un pouce, partagez, likez. N'oubliez pas de vous abonner aux médias pour profiter du contenu qu'on publie ici. C'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business. À très bientôt pour une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.